Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Fabien Minguin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller communal, chef de groupe pour le FDF à la ville de Bruxelles. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, le nom de famille est connu, vous êtes le fils d'Olivier. Tout à fait. Vous avez 27 ans et en formation, vous étiez licencié en sciences politiques. Effectivement. On va commencer par l'actualité. Il y a un problème au SAMU social de la ville de Bruxelles? Effectivement, j'ai lu les informations dans la presse ce matin. C'est assez interpellant. Alors, je n'ai pas connaissance du rapport. J'essaierai d'en prendre connaissance rapidement. Je respecte bien entendu la présomption d'innocence et j'attends de voir les justifications qui seront apportées aux éléments qui ont été mis en avant. Mais je crois que ça pose en tout cas une question qui est celle de la double casquette de la directrice du SAMU social. Donc Laurence Perretta. Laurence Perretta, qui est en même temps directrice de CPSBL et conseillère CPAS du Parti socialiste à la ville de Bruxelles. Et donc, je crois qu'effectivement, il y a là, en tout cas, des questions qui doivent être posées et je ne manquerai pas de les poser au Conseil communal. Est-ce que le montant des rémunérations et des primes qui a été dévoilé par nos confrères de la Libre Belgique ce matin vous étonne, vous inquiète? Je m'étonne effectivement de ce montant. Il faut voir quelles sont là aussi les justifications, les réponses qui seront apportées. Je crois que c'est effectivement un montant qui me paraît important, mais là aussi, il ne faudra pas hésiter à poser les questions. Je crois que ce rapport, en tout cas, invite à un certain nombre de clarifications. Est-ce qu'un conseiller CPS connaissait le montant du salaire de Pascal Perretta ou pas? En tout cas, moi, je n'en avais pas connaissance, et donc je ne sais pas si d'autres dans les rangs du CPS... Il vous semble anormal ce salaire ou pas? Il me semble important, oui. Si les chiffres qui sont annoncés sont exacts et sont vrais, oui, ça me semble important. Oui. Est-ce que Pascal Perretta sera la prochaine présidente du CPS? C'est ce qu'on dit si Yvan Mayer devient bourgmestre, si Freddy Tillmans démissionne, parce que c'est ce qu'on dit. Oui, j'ai entendu ces rumeurs. Jusqu'à présent, elles n'ont jamais été confirmées. Ce sera au Parti socialiste d'annoncer ses choix politiques en matière de gestion de ville et de gestion de son CPS. D'accord. Et donc là, vous en êtes à un stade d'information et vous poserez des questions au prochain conseil communal, au prochain conseil de CPS. Alain Nimegers, ça c'est aussi un autre dossier d'actualité. Il était conseiller communal FDF, il ne l'est plus. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une situation et une décision qui lui est personnelle, relative à une situation privée. Par décence, je ne commenterai pas plus en avant la situation. Ce qui est important, même si ça a un impact politique... Il passe du FDF au MR. Tout à fait, même si ça a un impact évidemment politique, c'est que nous continuerons à porter notre projet avec l'enthousiasme et la détermination et la motivation qui est la nôtre, et avec l'ensemble de nos militants et des personnes qui sont actives au sein du FDF de la ville de Bruxelles. Ouais, mais vous étiez 3 conseillers communaux. On n'est plus que 2. Vous passez à 2. Est-ce que c'est encore un groupe? Est-ce que c'est pas un petit peu peu pour peser efficacement sur les affaires de la commune et effectuer un devoir de contrôle? Non, le devoir de contrôle est lié au nombre de questions que l'on peut poser. Il n'y a pas de limitation par rapport à la taille du groupe. Et donc ça ne m'empêchera pas de continuer de faire mon devoir de vigilance démocratique depuis l'opposition au sein du Conseil communal. Ouais. Alain Nimegers, il était membre du Conseil de police et membre du Conseil CPS. Il va garder tous ses mandats ou vous allez en récupérer une partie? Pour l'heure, il ne s'est pas positionné sur la question. Évidemment, légalement, rien ne l'y oblige. Il est certain que dans l'éthique politique, ces mandats sont étiquetés FDF, ne sont pas nominatifs comme peut être celui d'un conseiller communal. Il faudra à un moment qu'il se positionne sur cette question. Donc vous lui demandez de les rendre? Effectivement. Alors, on est à peu près un an après les élections. Quel bilan vous tirez de cette première année? D'abord peut-être pour vous, en tant que chef de groupe et pour le groupe FDF, puis après on parlera du bilan de la majorité. Alors, je crois que l'enjeu pour nous est de continuer notre travail d'interrogation, de vigilance et de continuer à être surtout le relais des préoccupations des citoyens. Je considère que la politique et que notre rôle est d'abord et avant tout d'être celui d'acteur de l'organisation de la vie publique et donc de pouvoir apporter un certain nombre de réponses, vérifier quand un certain nombre de positions sont prises, si elles sont correctes, et s'engager évidemment à résoudre un certain nombre de difficultés que rencontrent les Bruxellois. Et vous y arrivez? Je crois que sur un certain nombre de dossiers, certaines interventions qu'on a pu porter, certaines alertes qu'on a pu porter auprès de la majorité... notamment au moment du budget. On nous a entendu au moment du budget, moins, mais sur des situations concrètes, nous pouvons peser sur la politique qui est menée par la majorité. Alors la majorité, PSMR notamment, Freddy Tillmans, Yvan Mayer, Philippe Claus, Karine Lallieu, et puis de l'autre côté Alain Courtois et d'autres. Comment ça marche? Ça marche dans la continuité. On est en tout cas, malgré un changement de majorité, loin d'un changement de gestion politique et de gestion publique.
Je crois qu'après un an, j'ai de grandes craintes que la ligne qui était défendue par le Parti socialiste sous la précédente législature soit celle qui sera imposée aux Bruxellois tout le long de cette législature et que l'OMR ne puisse à un moment pas apporter de changement. Et ça, évidemment, ça m'inquiète, parce que sur un certain nombre de projets et sur un certain nombre de dossiers, je ne suis en désaccord avec la ligne du Parti socialiste. L'OMR l'était avant l'élection et semble s'être rallié à la ligne de l'ancienne majorité. Sur quoi, par exemple? Est-ce que vous avez des exemples? Oui, des exemples concrets. Sur le dossier Néo, on a toujours dit que c'était un dossier évidemment primordial, mais en tout cas qui ne rencontrait pas toutes les attentes des citoyens. Sur les dossiers du plan logement, on voit qu'un nouveau plan logement vient d'être voté et on peut retrouver quasiment les mêmes critiques que celles que nous avions formulées à l'époque. Oui, il faut répondre à la demande de logement, mais il faut le faire sur un plan global, en mettant un certain nombre d'infrastructures. Sur Neder-Overhembeek, on avait déjà pointé tout le long de la précédente législature le manque d'infrastructures collectives, le manque de gestion de mobilité. Crèches, d'écoles. Il suffit de prendre l'augmentation de la population à Neder-Overhembeek pose par exemple un problème très concret au niveau de la mobilité. Il suffit de prendre une fois le bus 53 pour se rendre compte que l'apport de cette nouvelle population n'a pas été suivi par une augmentation de l'offre de transport en commun. Et ça pose un problème. Les transports en commun, c'est la STIB, c'est la région. Oui, mais on ne peut pas concevoir une politique du logement, même au niveau communal, sans à un moment donner les infrastructures collectives qui vont avec, que ce soit en termes d'école, que ce soit en termes d'infrastructures sportives, que ce soit en termes de mobilité. Et c'est le principal reproche que nous faisons par rapport à ce plan logement, qui était déjà sous la précédente législature important. On remet un deuxième plan logement aujourd'hui, sans répondre à ces préoccupations de gestion globale de la cité. Avoir un futur grand stade sur un terrain qui appartient à la commune, même s'il est en région flamande, et donc du coup dégager de l'espace là où il y a l'actuel stade Roi-Baudouin, c'est une bonne affaire pour la commune? Alors, je ne crois pas que ce soit forcément une bonne affaire pour la commune. Il faudra voir évidemment les implications financières. Nous avons toujours dit que nous préférions une rénovation du stade Roi-Baudouin. Alors j'entends que d'un côté, M. Courtois nous dit « ça c'est absolument impossible, ça coûte plus cher ». Mais quand on lui demande des chiffres, et je ne manque pas de l'interpeller au conseil communal là-dessus, on n'a aucun plan financier qui pour l'instant tient la route. Et donc on est toujours à l'étude. Cette décision sur le stade ressemble plus à l'individu célibataire avec un enfant, dans ce cas-ci l'athlétisme, qui a décidé de se marier, qui a déjà trouvé la salle, mais qui ne sait pas encore quelle sera sa promise, si ses parents sont d'accord, qui va financer le mariage et à quelle date la noce pourra être célébrée. Et surtout, si à un moment, ce mariage permettra ou pas de garder l'enfant, qu'est l'athlétisme, ce qui est une préoccupation principale. Donc ça, c'est le mémorial Ivo Van Damme auquel vous faites allusion. Mais Néo, est-ce que ce n'est pas un bon projet? Est-ce que ce n'est pas un projet qui donne de l'avenir, qui donne du souffle au développement de Bruxelles? Alors, c'est ce que nous avons toujours dit. C'est un formidable levier pour le réaménagement de la ville. Un formidable levier, ce n'est pas un bon projet, hein? Oui, mais le projet en soi a des bons aspects. Il faut en être conscient. Notre principal reproche, c'est qu'à un moment, il ne répond pas à un certain nombre d'attentes en termes de mobilité, de stationnement des habitants actuels. Et donc, il y a un manque de concertation que nous avons dénoncé. Là aussi, je remarque qu'il n'y a aujourd'hui pas plus de concertation sur ce projet et sur ses implications qu'à l'époque. On est véritablement dans la continuité, et c'est véritablement dommageable pour les Bruxellois, et dans ce cas-ci pour les Lacanois. Alors, on va quitter la commune, on va parler de l'actualité en général. Un accord qui définit ce qui restait à définir sur notamment la répartition des magistrats de fameux arrondissements Bruxelles-Vilvoorde judiciaires, avec 75 magistrats en plus côté francophone, c'est un bon accord? Non, parce qu'on est loin de la clé qui était la clé 80-20 à l'époque. On est plus dans un rapport... 80% de francophones, 20% de magistrats néerlandophones. Et ça ne permettra surtout pas, et là est l'impact concret pour les citoyens, de résorber l'arriéré judiciaire à Bruxelles. Oui. Et donc l'enjeu... Quand on annonce 75 magistrats, 60 greffiers, 50 personnels administratifs, ça ne permet pas d'améliorer le traitement des dossiers? Du tout. Pourquoi? Simplement parce qu'il fallait, et la clé 80-20, alors je ne sais plus ce que ça faisait en termes de nombre de magistrats, permettait d'apporter un surplus de magistrats pour l'arriéré judiciaire à Bruxelles. On connaît évidemment l'importance du retard qui est pris. Le défi est énorme. Là, on sera plutôt 70-30. Hein. Oui, mais ça a un impact concret sur le nombre de dossiers qui pourront être gérés et vu le retard qui est pris. Or, je crois qu'à un moment, c'est une question de crédibilité de notre justice d'être capable de traiter un certain nombre d'affaires dans des délais raisonnables. Il en va de la confiance du citoyen dans le système politique et dans le système judiciaire. Votre parti ira donc à la campagne électorale au mois de mai prochain en continuant de dire que l'accord sur la réforme de l'État, que l'accord sur la scission de BHV, aussi bien électorale que judiciaire, est un mauvais accord. Mais on va à un moment se rendre compte, au lendemain des élections régionales, de l'impact de ces accords sur le concret des gens. Et donc je crois effectivement qu'il est primordial que le FDF puisse porter ce message et surtout puisse demain
être associé à la gestion de cet accord pour essayer de rectifier ce qui peut encore l'être. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent plus on parle de la NVA, plus ça donne des arguments pour le FDF et donc ce sont deux partis, si le communautaire est au devant de la scène, qui se renforcent l'un l'autre et si on n'en parle pas, ils vont tous les deux perdre en puissance? Mon projet politique n'est pas basé sur le projet politique de la NVA. Et je rêve de pouvoir un jour évacuer les questions communautaires, pouvoir me consacrer à tous les autres enjeux. La vérité est qu'aujourd'hui, seul le FDF porte le langage de la vérité sur le terrain communautaire. Et il n'est pas anodin qu'on ait reporté l'entrée en vigueur de cette réforme de l'État à après les élections. Je crois que ce langage de la vérité, c'est notre responsabilité de le tenir. Et en mai prochain, vous êtes candidat? Je suis à la disposition de mon parti, c'est à lui. Ça veut dire candidat à la candidature. Voilà, candidat à la candidature. Merci Fabien Minguin d'avoir été l'invité de l'interview. Dans un instant, c'est la météo avec Patrick Vermeer. Et puis au prochain rendez-vous avec la rédaction, bien sûr, comme tous les jours, 18h le journal, 18h25, David Courrier cette semaine dans le magazine M. Bonne journée.